Bonjour. Et bien sûr, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle édition des Lycéades. Avant de commencer, laisser la parole à Tamara, donc tu peux finir tranquillement ton chocolat. Déjà, je voulais excuser Hélène Luisard, qui est intervenante comédienne, mais qui n'a pas eu la possibilité de venir aujourd'hui. C'est ma faute. Mais voilà, c'est de la faute de Tamara, donc elle joue. Enfin, non, elle répète, me semble-t-il. Elle joue, voilà. Mais pas de souci, puisque nous avons Samuel qui est juste derrière et qui enregistrera notre réunion. Et le but aussi de cet enregistrement, ce n'est pas que pour Hélène, c'est de pouvoir particulièrement enregistrer l'intervention de Tamara et en faire une ressource pour notre pôle, notre préac pôle de ressources en éducation artistique et culturelle. Voilà. Donc cet enregistrement sera sur notre site internet. À la grande joie de Tamara. On adore tous entendre notre voix enregistrée. Ouais, c'est constituer une ressource. Et puis j'excuse aussi Benjamin Giraud qui est prof à Montchapet mais qui arrivera plutôt vers 15h. Voilà, il nous rejoint après. Et puis on va commencer par un petit tour de table pour que chacune puisse se rencontrer. Donc je vais commencer, je suis Sophie Bogillot et je suis responsable des relations avec le public et de la billetterie au Théâtre Dijon-Bourgogne. Je te passe la parole. Je suis Tamara Al-Saadi, je suis autrice et metteuse en scène et j'ai la chance d'être artiste associée ici au TDB. Et je suis invitée à vous parler de mon prochain spectacle qui s'appelle Terre. Moi, c'est Lucille Diran, je suis comédienne, notamment dans le spectacle Mère de Tamara Al-Saadi que j'ai joué dans... je crois tous les lycées qui sont représentés. Ah, peut-être pas à Saumur. Ouais. Non, c'était pas le même. Voilà. Ah, c'était pas le même duo. Oui, ok. C'était pas le même duo. Ouais, c'était pas le même duo. Bon, voilà. Yael Cabot, donc je suis enseignante au lycée Montchapet en spé terminale. Je débarque avec les spé terminales cette fois. Voilà, moi je suis Myriam Rouzel et je suis comédienne et intervenante dans différents établissements. Voilà. Merci. Mel Cassino, je suis comédienne. J'interviens aussi en spécialité en enseignante et j'écris aussi du théâtre. Voilà. Moi, je suis Céline Monneret, je suis enseignante au lycée Stéphane Jarre à Brochon et j'enseigne la spécialité théâtre pour les premières et terminales. Katia Jimenez, moi j'ai en charge l'option théâtre au lycée Saint-Méline et j'ai les 3 niveaux. Stéphanie Gadreau, enseignante au lycée Anna Judique de Semur-en-Auxois et j'ai les terminales spécialités. Marie-Saline Barre, enseignante au lycée Stéphane Jarre à Brochon en option théâtre. Marion Chaubert, je suis metteuse en scène d'une compagnie implantée à Dijon qui s'appelle La Multiple. Alba Alonso, je suis comédienne et musicienne dans plusieurs compagnies à Dijon. Et donc moi c'est Héloïse, je suis attachée aux relations avec le public et à la billetterie ici. Donc c'est moi qui ai contact avec vous toutes. Et j'en profite pour faire un tout petit mot, surtout aux enseignants, si vous voulez des visites, des actions culturelles, n'hésitez pas qu'on puisse organiser ça. Alors moi je m'appelle Alexandra Bourse, j'ai 2 casquettes cette année. Donc j'enseigne au lycée Anna Judique avec ma collègue Stéphanie Gadreau. Moi j'ai les premières spécialités théâtre. Et puis à temps partiel, je suis aussi inspectrice d'académie cette année. Voilà. Sandrine Costa-Colin, je suis nouveau professeur missionné auprès du Théâtre Dijon-Bourgogne. Donc j'arrive, je suis ravie de vous rencontrer toutes et ravie de pouvoir assurer cette fonction auprès du théâtre. Voilà. Et Sandrine est là aujourd'hui pour faire un compte rendu, de ce qu'on se dira, de ce qui se dira aujourd'hui. Donc soyez détendus avec la prise de notes. Eh bien, on entre dans le vif du sujet.
Tamara, voilà, on te laisse nous parler du spectacle Mère, qui sera le spectacle Mère. Voilà. C'est ça, Terre, qui sera au cœur des lycéates cette année. Ok. Bon, alors déjà merci à toutes d'être présentes et j'espère sincèrement que je vais pouvoir vous donner une matière intéressante pour pouvoir mener à bien ce projet que je trouve formidable. Je pense que la première chose à dire, c'est que j'ai toujours ambitionné le fait d'écrire pour l'adolescence et que c'est mon public cible, malgré le fait qu'on soit une compagnie tout public. En tout cas, je sais qu'il y a des autrices ici. Moi, je réfléchis avec un public dans ma tête et il s'avère que je trouve que les adolescents sont une cible hyper intéressante à plein d'égards. Déjà parce que moi, personnellement, ça m'intéresse de dialoguer avec eux. Mais aussi, en fait, je pense que quand c'est accessible aux adolescents, quand un spectacle est accessible aux adolescents, en fait, il ouvre un spectre d'accessibilité large à la fois aux adultes et aussi un peu plus jeunes. Donc finalement, c'est assez utile de penser aux ados quand on écrit, aussi pour des raisons juste très pragmatiques. Moi, j'ai voulu m'adresser à ce public-là parce que mon adolescence a été une période très charnière, difficile comme toutes les adolescences, même si elles se sont bien passées, parce que c'est un moment de construction qui est très sensible. On se pose beaucoup de questions et on se perçoit et on se comprend dans le monde, quoi. Et du coup, je trouve que c'est un moment où en fait il y a des choses qui... Comment dire, il y a des piliers qui s'inscrivent en fait. Il y a des questions qu'on se pose et qui nous accompagnent. Moi, les questions qui m'ont traversée pendant mon adolescence, ils m'accompagnent toujours. Et j'aurais voulu avoir des espaces, des gens, des pratiques qui me permettent de poursuivre mon raisonnement, de questionner mes rêves, mes projections, mes inquiétudes. Et j'ai eu la prétention à l'endroit où, une fois j'étais adulte, parce que manifestement je suis adulte, je suis forcée de le constater, je me suis dit qu'est-ce que moi j'aurais voulu à cet âge-là, et j'ai essayé juste de me rappeler et d'interagir avec ce souvenir-là, quoi. Bon, donc une fois ce laïus fait sur ce public, vous comprenez donc bien mon concernement à être ici, et pour moi ça fait sens. Et Terre est donc écrit dans ce sillon de ces spectacles dirigés vers ce public-là, en priorité. Alors, Terre, T-A-I-R-E, s'appelle Terre parce que tous mes spectacles ont un seul mot, mais après je vais commencer à faire des phrases à rallonge maintenant. C'est le dernier, je vais passer à autre chose. Mais en fait, ce qui était assez drôle, c'est que aussi certaines d'entre vous savent ce que c'est une compagnie, que pour des questions de projection dans l'avenir, dans la structuration d'une compagnie, on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire dans 2-3 ans. C'est particulier. Qu'est-ce que tu veux faire dans 2-3 ans? Alors moi, je sais pas, et mon administratrice me dit, je sais pas, donne-moi un titre. Et alors du coup, j'ai dit Terre. Ça sonne bien, ça fait un jeu de mots, je fais tout le temps des jeux de mots. Écris Terre dans le dossier. Bon. Et puis, un peu plus tard, j'ai été contactée par un directeur de lieu. C'est dans le cadre d'un programme de plusieurs théâtres de la région PACA, je vous évite les détails, et qui m'a dit, voilà, on est plusieurs théâtres, on t'a choisi, on voudrait que tu fasses une grande forme, tu es invité à faire une grande forme. Vous êtes qui? On a envie de faire une grande forme. D'accord. Mais qu'est-ce que vous appelez une grande forme? Ce que tu veux. Par exemple, là, tu voudrais combien de comédiens? Vous vous rendez compte quand même du délire? J'ai dit 12. Mais en fait, c'est sorti. Vraiment, on a l'impression que c'est une blague. Je veux dire, surtout quand, encore une fois, je m'adresse au théâtreux, mais peut-être pas que. Peut-être que vous savez l'enfer que c'est pour monter une compagnie, faire venir des professionnels et en arriver à un stade, on dit combien tu veux d'acteurs. Moi, je me dis toujours une caméra cachée quelque part. En fait, ça va me tomber dessus. C'est quoi? C'est un piège. Et il me dit d'accord, bref, là je vous le fais grossièrement, mais en fait c'était pas si loin que ça. Et alors, t'as un titre provisoire? Je fais oui,
si j'ai bien un titre provisoire, je vais l'appeler Terre. Bon. Sauf qu'en fait, en réalité, ce mot, il vient pas de nulle part. En fait, la réalité, c'est qu'au-delà de faire des blagues à mon administratrice, en fait, on a tous un rapport au mot qui est en fait chargé d'histoire. Et que si j'ai mis le mot terre sur la table comme ça, c'est parce que je sais bien ce que c'est. Que la question du silence dans tout ce que je fais est primordiale. Que le silence... D'ailleurs, je sais pas comment on qualifie le silence. C'est quoi? C'est une entité? C'est quoi? C'est un espace? C'est un temps? En fait, je sais pas vraiment... Je sais toujours pas comment le qualifier, mais cette question du silence m'a toujours accompagnée. Parce que ce qui me fascine dans le silence, c'est que je pense qu'il est vraiment rare de trouver une chose dans le monde qui porte à ce point-là une chose et son contraire. C'est-à-dire que dans le silence, on a les plus grands moments de complicité, d'amour, de reconnaissance et de sécurité. Mais aussi dans le silence, on peut avoir les plus grands moments de violence, d'insécurité, d'oppression. C'est-à-dire c'est dingue qu'une même chose puisse résonner à ce point-là différemment. Et comment en fait les silences parlent, grondent. Et que donc du coup, je suis un peu obsédée et fascinée par qu'est-ce que c'est le silence. Et je trouve, par ailleurs, comme j'ai vraiment un penchant très très fort pour la direction d'acteurs, c'est ce qui me plaît le plus dans mon travail, je trouve que quand une scène agit, existe, c'est lorsqu'on fait entendre les silences aux spectateurs. C'est quand une situation advient dans le silence entre les corps, en fait. Et c'est vrai, dans la vie, c'est ça, non? Enfin, c'est dans les silences que ça se passe, c'est dans ce qu'on se dit pas. Là, je vais marquer mon discours là de silence et on va toutes entendre des choses différentes. Et donc, du coup, en fait, est advenu cet endroit d'exploration et autour de qu'est-ce que c'est le silence. Et donc j'ai engagé un atelier de recherche autour de la thématique du silence avec les élèves de l'école du Nord à Lille. Et en fait, on a trituré le silence dans tous ses états. Au-delà du fait que j'en avais déjà fait la connaissance dans plusieurs de mes spectacles, m'intéresser en laboratoire de recherche au sujet m'a vraiment fascinée. Parce qu'en fait, dans les silences, on a tout. On a les cris silencieux jusqu'au non-dit, ça va dans les secrets, mais ça va dans l'innommable. En fait, il y a tellement de choses. Et que une des démarches aussi de la compagnie initialement, et qui nous a toujours tous motivés dans la compagnie, c'est que les projets ont pour objectif de visibiliser l'invisible. Donc si je fais la somme de tout ça, c'est comment on montre le silence, comment on le visibilise. Et c'est passé par plein de façons différentes. La fiction, les histoires nous permettent de figurer le silence de plein de façons différentes. Et du coup, quand moi je me suis intéressée au mien de silence pour amorcer l'écriture d'une histoire, j'étais à un moment de ma vie où il a résonné avec un silence que j'ai connu quand j'étais très jeune. J'avais 14 ans et c'est au moment où j'ai rencontré la pièce d'Antigone. J'étais une adolescente très introvertie qui a eu un parcours en service de pédopsie et avoir rencontré Antigone au moment de ce silence-là dans ma vie m'a pas mal aidée. C'est un personnage iconique dans lequel je m'étais à la fois projetée avec toute l'arrogance de ma jeunesse et en même temps qui m'avait comme fascinée. Et du coup, j'ai voulu me pencher sur ce personnage-là et savoir est-ce que Antigone aujourd'hui, comment elle cohabite avec le silence de nos adolescences? Comment elle est perçue alors? Quand on a 14 ans aujourd'hui, Antigone, c'est qui? Elle est toujours resservie dans les programmes de français en 3e, et si je me trompe pas, c'est toujours Anouilh. C'est toujours Anouilh. J'aimerais faire une requête à ce sujet.
arrêtons avec Alon. Et du coup, mais allons à la maison mère, proposons Sophocle. Il s'est très bien senti, bien reçu. En tout cas, vous connaissez vos élèves mieux que moi, mais c'est juste que moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était toujours ce texte-là qui était étudié et qui était celui que moi, j'avais découvert à 14 ans. Et on m'a confié la direction d'un atelier au théâtre de l'Odéon qui s'appelle Adolescence et territoire, où j'ai dû monter un spectacle pour le théâtre de l'Odéon et pour d'autres théâtres avec un groupe de 17 adolescents et adolescentes. Donc je suis partie dans le fait de questionner Antigone avec ces jeunes gens qui en avaient des choses à dire bien plus intéressantes que moi. Et j'ai pu aussi voir l'évolution du rapport à ce personnage par rapport à mon époque. On avait beau dire oui, c'est un personnage féminin, c'est pas rien, etc. L'endroit du féminisme, par exemple, était extrêmement pointé et beaucoup plus fort. On a aussi pensé à réécrire la fin de Antigone, parce que pas du tout d'accord avec la fin. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mobilisées. Et puis, en fait, par ailleurs, indépendamment de ça, je dois faire cette insert parce qu'elle est nécessaire. Le spectacle a changé de direction. Initialement, je regardais Antigone avec des jeunes gens. L'idée, c'était d'explorer cette figure d'Antigone dans la région Bourgogne, mais aussi dans le 93, en Île-de-France, et dans les quartiers nord de Marseille. Mais aussi à Gaza et en Cisjordanie. En fait, moi je suis irakienne d'origine, je suis née à Bagdad. Et en fait, la question de la Palestine m'a toujours accompagnée en tant qu'enfant issu du Moyen-Orient. En fait, on grandit avec cet imaginaire-là. Et j'ai été sensibilisée à ce sujet autant que l'embargo en Irak, en fait. Et du coup, je me suis dit, si je veux créer des passerelles, est-ce que créer des passerelles par l'histoire, par une histoire, ce serait possible? Si je m'intéresse à cette adolescence-là, comment elle regarde, je me demande comment cette autre adolescence regarde aussi. Et quel miroir je pourrais créer entre ces deux jeunesses qui, je le sais, ont beaucoup de points communs. Bon. Il s'avère que l'université et les écoles avec lesquelles j'avais été mise en contact à Gaza ont été détruits et les participants tués. Donc du coup, je n'avais plus la faculté et la capacité de pouvoir prendre en charge ce projet dans ce sens avec le recul nécessaire. Donc je me suis dit que j'allais tout arrêter et me taire pour de bon, jusqu'au moment où je me suis dit, mais peut-être fais confiance à Antigone, elle t'a sorti d'affaire une fois, peut-être qu'elle te sortira d'affaire une deuxième fois. Et en fait, je me suis rappelé que Antigone m'avait surtout sorti d'affaire quand j'étais au service de pédopsie de l'hôpital Necker quand j'avais 14 ans. Et en fait, tout d'un coup, ça m'est apparu. Je me suis dit, mais il faut peut-être vraiment repartir à sa genèse et à ma première rencontre et du coup aller vers cette adolescence qu'on dit malade, quoi. Bon, alors vraiment, je suis sortie sous ma couette, et de ma dépression et de mes angoisses sur le futur et de la violence avec laquelle je coexistais. Et du coup, j'ai dit, je vais la regarder avec ces enfants-là qui ont peut-être une détresse que j'ai connue et qui résonne là actuellement en moi très très fort. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis partie dans plusieurs services de pédopsie, notamment à Marseille. Et j'ai monté des ateliers, rencontré Antigone avec ça. Et entre-temps, j'ai fait beaucoup de recherches, lu beaucoup de choses sur la montée de la dépression, de l'éco-anxiété, de la facho-anxiété, du fait que le taux de suicide chez les jeunes filles entre 10 et 18 ans a augmenté de 62% ces 4 dernières années en France métropolitaine, que en fait les endroits de fracturation et tout ce qu'on projette sur notre adolescence qui va sauver l'humanité, on lui donne quand même de moins en moins de moyens pour le faire et qui sont de plus en plus écrasés et torturés par le monde qu'on leur propose. Et en fait, sa force d'investigation,
les adolescents que j'ai rencontrés, c'est ceux qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. En fait, je suis arrivée jusqu'à ces enfants. Et arriver jusqu'à ces enfants, je peux vous dire que c'était vraiment pas facile. Parce que c'est des enfants qu'on ne voit pas, qui sont cachés, qui sont invisibilisés. Ça correspond à 400 000 enfants sur le territoire métropolitain, à savoir l'équivalent de la ville de Nice, qui sont sujets à une crise humanitaire sur le sol français. C'est-à-dire le désastre de l'aide sociale à l'enfance et de l'appréhension de cette jeunesse est vraiment, vraiment dramatique. Il y a 8 milliards d'euros qui est confié à la protection de l'enfance par an, ce qui est beaucoup. Et pourtant, il y a des départements qui se retrouvent en surplus budgétaire de 600 millions d'euros par an, mais qui ont 600 enfants qui sont placés à l'hôtel. Cherchez l'erreur. Cet argent, il est distribué au niveau départemental et après géré d'une façon plus ou moins nébuleuse à la discrétion de chaque département, selon son intégrité, selon ses priorités et selon les enfants. C'est à la fin un SDF sur 4. C'est les enfants qui sont plus, c'est les adultes les plus sujets aux addictions, à la toxicomanie, aux tentatives de suicide, etc., etc. C'est un carnage au niveau de l'attribution des agréments auprès des familles d'accueil, leur accompagnement, des éducateurs qui eux-mêmes sont sujets à des suicides, des foyers où les agressions sexuelles entre enfants sont multipliées par 10. C'est monstrueux, monstrueux. Et donc du coup, je me suis retrouvée à regarder Antigone avec ces enfants-là. Donc, au final, il y a cette adolescente iconique qui est issue d'une famille incestuelle qui se retrouve à vouloir donner du sens à sa mort avec le monde qu'on lui donne. Et il y a ces enfants qui sont totalement invisibilisés, dont le silence est criant, dont vraiment tout le monde se fout. Hein. Enfin, je veux dire, je le dis grossièrement, mais en fait, à part les gens qui s'en occupent et les nombreux éducateurs et aussi familles que j'ai rencontrées qui ont un dévouement humain innommable, vraiment tout le monde s'en fiche. Enfin, c'est réel. Et j'ai rencontré un parallèle entre ces deux adolescences-là. Donc, finalement, Terre, c'est quoi ? C'est la réécriture d'Antigone du point de vue d'une adolescente à qui on a confisqué l'enfance et la jeunesse, qui est écrasée par des mensonges familiaux et un monde qu'on lui offre qui résonne étrangement avec le nôtre. Et Eden, qui est un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance lorsqu'elle était bébé, et qu'on accompagne, et on accompagne ces deux jeunes filles en parallèle. Du coup, c'est vraiment une dramaturgie croisée entre ces deux histoires, qui se font écho ou pas à la discrétion aussi des spectateurs, et qui finissent, il y en a une qui finit par mourir et par se suicider, et l'autre qui se loupe, et après advienne que pourra. Bon, alors tout ça a l'air complètement, ça a l'air très lourd et très tragique. Il y a une part de fiction où vraiment je me suis réappropriée Antigone, et je crois que je suis une des rares femmes qui a réécrit Antigone, étonnamment. C'est un peu étonnant, mais c'est vrai. J'en ai pas. J'ai toutes les versions de Cocteau à Brecht, à plein de choses, mais... Il y a Suzanne Legault. Oui, j'ai vu ça. Antigone sous le soleil de midi. Il y a Marie Enguet qui a fait Aquila. Marie Enguet, voilà. Aquila, mais qui est loin. Mais en fait, elle est un peu comme moi. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est on a un peu fait un autre sauce, quoi. Mais bon, en fait, des ouvrages vraiment référencés, bon, comme d'habitude, c'est toujours le même problème. Et puis... comme j'ai aussi une casquette de chercheuse en sciences sociales, j'ai vraiment mobilisé tous mes outils en fait de chercheuse pour faire des enquêtes de terrain, des entretiens avec à la fois des enfants placés d'âges différents, des assistantes de famille, c'est le terme officiel pour parler des familles d'accueil, et aussi des éducatrices et des éducateurs. Et du coup, j'ai construit la vie d'Eden, qui aurait pu être plausible, quoi.
parce que tout ce qu'elle affronte, tout ce qu'elle traverse en fait dans Terre sont des événements qui ont eu lieu ou qui ont été vécus d'une façon ou d'une autre par les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. En fait, Terre, c'est un spectacle sur le silence des enfants et les enfants se sacrifiaient. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai commencé avec cette histoire de Terre. Bon, en fait, c'est fou, on a l'impression que les choses n'arrivent jamais par hasard et parfois il y a des points de fuite du hasard dans la vie qui sont assez rigolos. Vers la fin de mon écriture, je tombe sur un podcast étonnamment qui parle sur LSD, qui parle des enfants et notamment de la place des enfants dans nos sociétés, de la valeur qu'on donne à leurs paroles et si les enfants votaient, de la politisation de l'enfance. Et le podcast commence comme ça. Enfant, c'est infans en latin et ça veut dire celui qui ne parle pas. Et bim, je tombe sur mon terre. Donc je me suis dit tiens, c'est drôle cette boucle qui se boucle de cette façon-là. Voilà. Bon, après, comme je vous l'expliquais, c'est un spectacle qui est dirigé vers l'adolescence. Alors on va me dire, parce qu'il y a des choses qui peuvent être crues, qui sont abordées, des langages. J'ai parfois un langage qui est difficile, entre guillemets. Et en fait, moi j'ai très très confiance en ce public-là, sans faire de généralité, parce que ça reste un archétype. Mais malgré tout, je pense c'est une tranche d'âge, on a une façon qui reste proche de l'enfance dans notre façon d'appréhender les informations qui nous sont données, parce qu'elles sont souvent traitées par l'intuitif, le perceptif et le sensible. Et comme les adolescents sont des personnes comme les autres, a priori, si on a mis tout son cœur pour faire quelque chose, ils savent très bien qu'on se fout pas de leur gueule et a priori, ils reçoivent ce qu'on leur dit. Et j'ai prétention à dire que je sais pas si le spectacle va être bon ou beau, mais que j'ai vraiment mis tout ce que j'avais. Donc du coup, c'est un langage qui est donc accessible aux adolescentes et aux adolescents, que c'est un univers qui fait souvent référence à la culture populaire, parce que la culture populaire, c'est le meilleur fédérateur pour créer du commun entre soi et le public, c'est comme l'humour. Que la place, j'ai une bruiteuse sur scène, et que la place du son est extrêmement forte dans tous mes spectacles, mais là en particulier, puisqu'il y a une fabrication du son en direct. Il y a un musicien sur scène, et il y a aussi un chanteur sur scène. C'est la fabrication du théâtre à vue. On est sur, en fait, comme dans tout ce que je fabrique, c'est-à-dire que les scénographies sont assez abstraites. Elles peuvent être tout ce qu'on veut et pas, et sont manipulées à vue. Et surtout, il y a de l'humour en fait, parce que là, on a envie tous de se flinguer. Là maintenant, ça y est, je vous ai tous eu, mais en fait, en vrai, l'idée quand même dans cette affaire, c'est, j'ai pas les moyens ni les compétences de donner des réponses. Je me sers de la scène comme un espace de traduction pour communiquer avec le sensible des gens autour de moi, pour ouvrir les questions. Mais il s'agit quand même de faire un spectacle et de surtout donner de la tendresse et de la douceur aux gens, parce que bon, après, chacun son équipe, hein, mais moi je suis pas sûre de vouloir que les gens quittent ce spectacle en se sentant mal. Donc l'idée, ça reste que d'ouvrir au maximum. Peut-être que là je vais vous cramer la fin, mais je me dis que c'est quand même important, comme vous partez avec le bagage que je vous donne et que je veux pas vous achever. La dernière réplique du spectacle, en fait, dans mon histoire, Antigone ne parle pas, elle est muette. Et elle ne communique jamais. Le couloir de Antigone et le couloir de la narration de Éden, en fait, elles ne se parlent pas. Elles coexistent dans l'espace, il se passe plein de choses, mais elles ne parlent pas. Mais la dernière réplique du spectacle est donnée à ce duo où en fait elles se parlent, où Éden dit à Antigone « Est-ce que tu peux encore aimer ?» Et Antigone répond « Infiniment ». Bon, donc on part quand même avec ça. Donc on essaie de mettre de la douceur. Voilà. C'est dur et drôle. C'est humble et gigantesque. – Voilà. Je crois que je vous ai tout dit.
Et du coup, dans ton étape de travail, donc tu as rencontré ces jeunes, ensuite tu as écrit, et ensuite tu es allée au plateau. Enfin, comment ça s'est... quelles sont les étapes Moi, j'écris tout toute seule. Je fais tout toute seule, et après j'amène aux comédiens, et on monte la pièce. Bon, là, comme j'ai eu un moment de... En fait, il fallait que je garde mon intégrité. En fait, je pouvais pas... à un moment donné, je me suis dit, j'allais... Avec l'attaque du Hamas et le début du génocide, en fait, je me sentais plus capable de rien faire. Donc, j'ai voulu tout arrêter. Et en fait, c'est comme si l'histoire avait assis sa nécessité d'être dite, entre guillemets. Donc là, il y a eu un truc qui était un peu différent par rapport aux autres processus de création, c'est que j'ai écrit une première version et j'ai eu la possibilité de l'éprouver avec les comédiens pendant 5 jours. Et en échangeant avec les comédiens, ça m'a fait restructurer énormément de choses. Donc ça, c'était la seule fois où j'ai fait un aller-retour, parce que d'habitude, c'est vraiment j'amène le texte et j'y touche très peu. Voilà, donc du coup, j'ai réécrit des scènes, rajouté des choses cet été, et on a commencé à travailler avec en septembre. Mais c'est pas... comment dire, je sais pas comment dire, on métabolise, on a plein d'infos. En plus, mon truc, il a l'air hyper complexe. Alors que je pense que quand on lit, ça l'est pas, mais tout d'un coup, c'est un puzzle qui se met en place. Et en fait, notre travail en tant que dramaturge, c'est de découvrir le puzzle qui s'est mis en place en nous et de le découvrir. On découvre une histoire qui s'est déjà écrite, mais on ne sait pas comment. Et voilà. Là, pour l'instant, là, on est reparti en répétition au début du mois. Mais quel mois? Non, fin du mois d'octobre. Et j'ai retiré une scène. Mais voilà, d'habitude, j'y touche pas autant. Voilà. Il y a 12 comédiens? Il y a 12 interprètes, ouais. Mais en plus, ça, parce que j'ai dit, bah oui, ça, j'étais obligée, du coup... Ils m'ont dit... Parce que moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de gens au plateau, je trouve ça toujours très joyeux. On me dit, oui, tu ne te rends pas compte, on peut plus faire des spectacles comme ça. Ça me fait rire, parce que dites-le à Julien Gosselin qu'on peut pas faire des spectacles comme ça. C'est toujours pareil, c'est toujours les nanas, quoi. Moi, je peux pas faire un spectacle comme ça. Et en plus, on me dit ça, c'était un directeur de lieu qui venait de me montrer son spectacle, il y avait 16 personnes. Bref, et du coup, je me suis j'ai vraiment dit un chiffre au hasard. À la fois, j'étais contente et après, je m'étais piégée toute seule. Mais en fait, oui, en vrai, il y a 9 comédiennes, comédiens. Et c'est ça, il y a Fabio, le guitariste qui est là, Éléonore, la bruiteuse, et j'ai invité un chanteur peut-être que vous connaissez qui s'appelle Bachar Mar Khalife. Et ben c'est mon coryphée. Ouais, c'est mon chef de chœur. C'est trop cool. Tu veux bien dire son nom? Bachar Mar Khalife. Ah ouais, faut que tu écoutes ça. On est une fan. Ah ouais, une grande fan. Et voilà. Du coup... Et les comédiens et comédiennes, ce sont des jeunes gens également? Alors non, il y a mes comédiennes et comédiens qui je travaille depuis très très longtemps. Et il y a 2 jeunes qui sont sortis d'école justement du stage que j'ai donné là à l'école du Nord et qui viennent de ça. Notamment Eden, c'est la fille qui joue Eden, c'est son premier projet professionnel. Donc c'est la nouvelle venue avec Mohamed. Et il y en a 3 jeunes. Les jeunes, ils ont entre 24 et 26 ans, donc c'est pas non plus des bébés, quoi. Mais non, après on est tous des vieux. Vous connaissez Antioche de Sarah Berthiaud? Ouais. Vous l'avez vu le spectacle? Non, je l'ai pas vu. Mais on m'en a beaucoup parlé. Ouais. Vous avez aimé? Nous, on avait travaillé le texte. C'est une coïncidence avec Malika. Avec les élèves, on avait travaillé sur le texte de Sarah Berthiaud, non? Il y a des correspondances, si j'ai bien compris, une Antigone qui vient de l'Antiquité, qui vient rendre visite à une jeune fille.
qui cherche à monter Antigone de Sophocle. Vous connaissez le texte Un petit peu, ouais. Et il y a des correspondances avec ce que vous dites, en fait, sauf que l'Antigone que vous proposez, elle est silencieuse. On ne l'entend pas, mais son silence est chargé, j'imagine, de beaucoup de choses, de bruit, certainement. Après, ça change. Parce que dans Antioche, ça dit. Alors qu'Antioche, on dit beaucoup. Parce que c'est la question de. Et c'est une des rives maintenant de la figure d'Antigone. Enfin, une dérive, non. C'est une réécriture. Les réécritures en font vraiment une figure de la radicalisation. Oui, je sais. Un porte-parole de ça. Parce que et dans Antioche, il y a cette idée-là, puisque c'est le croisement des routes à Antioche. Mais dans Marianne Guyenne, c'est ce qu'elle fait aussi, la figure. Moi, je suis pas du tout contre ce traitement. Je trouve qu'il est oui, non, mais ça m'a fait penser aussi à Antigone à Molenbeek. Oui. Aussi. Oui. Mais alors là, du coup, c'est. En fait, moi, j'ai vraiment pris parti. En fait, il y a des échos de violence, d'enfance brisée. C'est-à-dire que j'ai une enfance brisée entre les familles qui ont été assassinées par le Hamas et toutes les enfances pulvérisées à Gaza, en Cisjordanie et maintenant au Liban. En fait, vraiment, et dans toutes les guerres, toute l'histoire de l'humanité, en fait, les premières victimes sont l'enfance. En fait, cette enfance est présente. Notamment l'enfance palestinienne est présente dans le spectacle d'une façon... En fait, il y a un écho, c'est là et pas là. Vous allez pas, en lisant le texte, vous n'allez pas pouvoir l'attraper, pourtant c'est présent. Il y a l'enfance d'Antigone qu'on regarde jamais comme un enfant. Enfin, je veux dire... c'est fatigant, enfin, je veux dire, tout le monde fait abstraction de l'histoire de cette jeune fille, mais en fait, si on la regarde juste sur le papier, en fait, c'est un drame humain et familial très, très concret, quoi. Et on n'a jamais vraiment pu situer l'âge d'Antigone, mais on la localise toujours, on dit toujours qu'elle a genre 15-16 ans, ce qui est quand même, c'est un bébé, quoi. Et il y a cette autre enfance que j'ai rencontrée, qui est celle de l'aide sociale à l'enfance, et qui est vraiment exterminée par ailleurs. En fait, à force de silencier l'enfance, à un moment donné, on dit, en fait, voilà, c'est le monde qu'on est en train de produire, c'est ça qu'ils sont en train de regarder, et c'est ça qu'ils sont en train de devenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et donc, il y a une forme de radicalité, effectivement, dans mon propos. Même si c'était pas en fait l'ambition, en fait c'est ce qui se passe. De toute façon, Bachar Khalifi, il est libanais. Oui. Et l'actrice qui joue Antigone est palestinienne. Et donc il y a un message politique. Tout est politique. Plus ou moins assumé. Moi je crois que tout est politique. Assumé. Et dire qu'on fait du théâtre et que c'est pas politique, à ce moment-là on fait du divertissement, c'est pas ce que je fais. Oui, je pense qu'il y a un... Oui, enfin, s'il faut mettre le mot, évidemment, de tout mon cœur. Et en plus, je mets les pieds dans le plat partout. Hein. C'est des actrices racisées, c'est beaucoup de femmes sur le plateau qui jouent des rôles d'hommes, et on y va, et c'est parti. Enfin, va falloir s'accrocher aux attaques en tout genre. Ça va arriver. Enfin, j'en suis plus à ça près. Et puis c'est un problème de riche au stade où j'en suis, donc ça va. Et on retrouve dans la réécriture les invariants du mythe. Oui, alors ça a été aussi, c'était comment on respecte le mythe sans le tordre. C'était vraiment un vrai sujet. Parce que... Et en fait, j'avoue que je me suis glissée dans les espaces qui ne sont pas vraiment traités par Sophocle. Et en fait, j'ai vu que le point commun des réécritures, c'est qu'à chaque fois, il y avait des rendez-vous où, comme c'est pas très clair sur le mythe, chacun avait fait sa sauce. Du coup, je me suis mis dedans, quoi. C'est-à-dire que ça reste... En fait, moi, je prends le mythe d'Antigone à un autre moment que le début d'Antigone, c'est-à-dire je le prends à la veille de la bataille entre Éthéocle et Polynice. Donc ça correspond plus au 7 contre Thèbes. Vous voyez à quoi ça correspond. Et en fait, du coup, moi, mon histoire d'Antigone, c'est que après la découverte de qui était Oedipe et avant le suicide de Jocaste,
je caste parce que en fait il y a vraiment un flou sur parfois Polynice a été exilée pour telle et telle raison, parfois Polynice et Éthéocle devaient s'échanger de pouvoir et Éthéocle ne voulait pas. En fait à chaque fois il y a un nouveau récit sur pourquoi ils se sont entretués. Brecht il est parti dans un autre sens sur des histoires de déserteurs à Argos, enfin à chaque fois il y a eu une nouvelle histoire sur ce conflit entre les frères. Donc du coup je me suis lancée là-dedans et en fait j'ai acté dans mon histoire en fait Jocaste, honteuse du fait qu'elle s'est unie avec son fils, en fait a voulu cacher l'inceste, cacher en fait le problème de famille et comment ça aurait impacté en fait l'histoire de Thèbes. Donc ce qu'elle a décidé de faire après la mort d'Œdipe, enfin après qu'il soit parti puis mort, en fait elle a décidé de vouloir réinventer l'histoire. Donc on recrée Thèbes sur un mensonge d'État, qu'en fait il y a eu un seul enfant né de l'union entre Jocaste et Laios, donc le père d'Œdipe. On fait disparaître Œdipe de l'histoire. Et maintenant, il y a une nouvelle histoire officielle qui est portée par Éthéocle. Donc Éthéocle est le fils de Jocaste et Laios. Et c'est lui l'héritier direct après la mort de Laios. Et en fait, on va réécrire l'histoire officielle. Voilà, donc ça vous échappera pas les échos avec ce qui se passe actuellement. Mais en tout cas, donc elle confie à son fils aîné le fait de reprendre le pouvoir, et donc Polynice doit être exilée. Antigone et Ismène, étant des femmes, ne représentent pas un danger, sont juste invisibilisées. Puis Jocaste se suicide. Éthéocle se retrouve à devoir défendre un mensonge d'État et en fait à diriger Thèbes sur une nouvelle histoire et sur une nation qui s'est recréée en fait sur un mensonge. Et du coup, arrive le fait que Polynice, en fait, il est parti, en fait, demande à revenir parce qu'il veut rentrer chez lui en disant « Je ne veux pas remettre en cause la narration officielle, de toute façon, tu es plus fort que moi, mais je veux juste rentrer chez moi, en fait. » Et comme c'est trop dangereux pour l'équilibre de l'État et qu'il constitue une menace pour la charge symbolique que représente cette histoire, en fait, la bataille a lieu. Et les deux frères s'entretuent. Et du coup, pareil, Créon prend le pouvoir. Donc, je dirais un Créon qui est plus proche du Créon, je pense, de Brecht, parce que c'est un Créon qui est quand même très avide de pouvoir, qui a une dimension plus dictatoriale, qui est moins, en fait, qui arrondit moins les angles que Éthéocle, qui, lui, avait au départ prêché pour une solution diplomatique. En fait, Créon ne veut pas, il estime qu'il faut exterminer le danger avant qu'il se présente et donc effacer et réécrire l'histoire de façon plus nette, qui représente un pendant d'extrême droite assez fort, quoi. Et donc du coup, voilà, on se retrouve là. Et en fait, l'histoire, on la retrouve. C'est-à-dire que Antigone veut enterrer son frère, l'histoire de l'enterrement d'un frère et pas l'autre prend sens puisqu'il n'y a qu'un seul héritier, que Polynice n'existe pas, que c'est un barbare. Et en fait, je retombe sur mes pattes comme ça et je réactive l'histoire telle qu'elle est. En donnant un rôle aussi différent un peu à Ismène, par ailleurs, qui est plus active et moins nunuche que dans comment elle est présentée jusqu'à présent. Qui justement, elle joue avec les codes du féminin, parce que c'est toujours, on est des femmes, on n'est pas capable. Là, l'histoire, c'est on a de la chance que tout le monde croit qu'on n'est pas capable, profitons-en. Donc elle est moins naïve sur la narrative, elle dit simplement qu'il faut s'en servir parce que franchement, c'est pas plus mal. Et j'ai aussi effacé l'histoire d'amour avec Aimon, parce que là, dans mon affaire, ça me servait pas à grand-chose, puis je trouve que ça sert pas à grand-chose. Il m'ennuie un peu ce personnage. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'histoire d'amour dans ma pièce. C'est votre projet pendant 2 ans quand on vous demandera ce que vous ferez. Ouais, c'est ça. Aimon. La vengeance d'Aimon, de toute façon, on n'a plus que ça à faire. On aura sans doute plus droit que de parler d'histoire d'amour, donc on va réhabiliter Aimon à ce moment-là. Mais en attendant, il a laissé sa place.
Et du coup, l'histoire, tu nous as raconté comment tu avais retraduit Antigone. Et l'histoire d'Éden, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Comment ça se passe? Alors, il y a peut-être un truc que je vous dis, ça va peut-être vous intéresser. J'ai lu énormément de choses et si vous voulez une bibliographie ou quoi que ce soit, je serais ravie de vous la transmettre. Il y a une figure très importante qui défend la protection de l'enfance, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un jeune homme qui s'appelle Lies Loufoque. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Il s'est même présenté en tant que député dans le 93 avec le Nouveau Front Populaire. C'est lui qui est en fait un peu la figure de proue de la commission qui a voulu aborder la question de la protection de l'enfance. Puis il y a eu la dissolution. Malheureusement, la commission est tombée à l'eau, que c'est la première fois qu'il se passait une commission pour ça. Mais là, elle a été reconstituée heureusement. Et en fait, Lies a écrit plusieurs livres, dont l'un qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers ». Je parle de ça parce qu'en fait, le début de la vie de Lies, il y a quelque chose où il est vraiment... j'ai trouvé ça vraiment dramatique et j'ai voulu un peu lui rendre hommage en articulant le début de son histoire à celle d'Éden. Parce que, en fait, Lies, il est né d'un père qui... En fait, son histoire familiale, elle est complexe, mais en gros, sa mère a eu des problèmes psychiatriques. Et donc, l'enfant a été placé bébé. Il a été placé dans une famille jusqu'à ses 4 ans, avec qui ça se passait très très bien. C'est-à-dire qu'il a été quasiment adopté. Il dit toujours que ces 4 premières années de sa vie ont été très importantes pour la suite parce qu'il a connu l'amour inconditionnel, une structure familiale stable. Donc voilà. Et du coup, à 4 ans, la famille qui l'avait accueilli avait besoin de changer de département, puisque pour des raisons de transfert professionnel du père, ils ont dû... je crois qu'il était dans l'Île-de-France, bref, ils ont dû partir dans le sud. Et donc, ils ont fait une demande à l'ASE pour savoir, juste pour dire qu'ils allaient changer de ville, mais qu'évidemment, ils emmenaient Lies avec eux. Sauf qu'en fait, l'ASE a refusé parce que Lies ne devait pas s'éloigner à plus de 50 km de sa maman biologique. En fait, ce qui est fou, parce qu'en fait, sa maman biologique gardait l'autorité parentale sur lui, mais elle était elle-même sous tutelle. Donc, c'est assez fou. Et il l'avait vue 3 fois depuis ça. Il ne connaît pas cette femme, elle ne le connaît pas, mais il ne fallait pas qu'il s'éloigne d'elle. Donc il a été retiré. Et il a été placé dans une famille extrêmement maltraitante, où il a été enfermé. Il arrivait très petit, il a été enfermé dans une chambre pendant 2 ans, où il faisait ses besoins dans la chambre, où il était très mal nourri. C'était vraiment une catastrophe, quoi. Voilà. Et en fait, au début, l'histoire commence comme ça. En fait, Éden est retiré à cause de cette raison. Je voulais vraiment la visibiliser parce que c'est une raison qui est justifiée. Et en plus, le drame absolu dans cette histoire, c'est que plus tard, Lies, quand il a 13 ans, est envoyé dans une famille d'accueil dans le sud. En fait, tout d'un coup, cette histoire de 50 km n'a plus de raison d'être... Ça dépend, c'est un peu à la discrétion du type qui est là, qui veut bien, qui veut pas. En fait, voilà, donc en fait, lui, il est trahi à un point vraiment innommable. Et j'ai fait rencontrer ça avec le parcours d'une autre enfant. Alors ça, c'était vraiment atroce. On a estimé que il fallait retirer l'enfant de la famille d'accueil puisque il y avait un attachement trop fort entre la famille d'accueil et la petite fille. Et ils ont retiré l'enfant alors qu'elle était à l'école sans prévenir la famille. Donc ils sont venus la chercher à l'école, ils l'ont transférée. Donc c'est absolument dramatique, quoi, les conséquences qu'il y a sur l'enfant, sur la famille, c'est un carnage. Bon, donc l'histoire d'Éden commence comme ça, et puis en fait on la suit dans son évolution. En fait on comprend qu'on suit sa référente qui essaie de se bagarrer avec l'institution en essayant de la stabiliser. On comprend qu'elle commence à être atteinte de ce qu'on appelle un syndrome abandonnique, quoi. Donc elle attaque le lien pour pas l'investir, qu'il commence à avoir de l'anxiété physique, etc. Puis du coup, elle n'arrive pas à rester dans une famille parce que soit la famille
est maltraitante, soit l'enfant est ingérable et on peut plus la gérer, enfin il n'arrive plus à la gérer, puis elle finit par arriver en foyer et on découvre du coup le parcours de qu'est-ce que c'est les foyers d'urgence, qu'est-ce que ça implique. Donc en fait Eden est un peu un enfant archétype qui traverse les aléas de ce système, et j'ai essayé de montrer à la fois ses dysfonctionnalités tout en quand même rendant justice à des gens qui essaient de faire leur travail, mais en fait qui peuvent pas. Enfin, j'ai parlé avec Aline, une des éducatrices qui est une des éducatrices avec lesquelles j'ai plus communiqué, qui était éducatrice référente, c'est-à-dire que elle s'occupe de plusieurs enfants placés, en fait elle est censée les suivre et tout ça. Elle se retrouvait quand même avec plus d'une 40aine de dossiers à gérer, et qui a été aussi éducatrice en foyer, donc qui m'a parlé de son parcours. Et en fait vraiment cette femme n'est faite que de bonne volonté, elle sait parler des enfants, elle sait les défendre, mais elle n'a pas les moyens. Enfin je veux dire, c'est impossible. Et elle a fini par faire un burn-out malheureusement au bout de 20 ans, parce que au bout d'un moment elle est tout le temps juste dépossédée. Elle voit des enfants s'effondrer, elle voit des enfants qui sont placés dans des familles où c'est avéré qu'ils sont abusés sexuellement, mais elle ne peut pas les retirer. En fait, c'est insoutenable. Voilà. Donc c'est le parcours d'Eden.